Et si la plupart des informations qu'on a sur les ovnis, les objets volants non identifiés, n'étaient qu'une façade? Derrière les murs des agences comme la CIA, la NSA ou même le NORAD, des milliers de documents classifiés racontent une autre histoire. Une histoire qui pose question. Pourquoi ces agences s'intéressent-elles aux ovnis depuis plus de 70 ans alors qu'elles ont pendant longtemps affirmé le contraire? Et que nous cachent-elles encore? Pour tenter de répondre à cette question, je vais vous raconter les faits uniquement à partir de documents déclassifiés et ce qu'ils révèlent. On va également explorer les tactiques utilisées pour minimiser ou bien dissimuler certaines observations d'ovnis, et enfin, on va discuter de la situation actuelle sur le sujet. Sujet très controversé, et ça peut vite partir dans tous les sens, donc je resterai essentiellement sur les faits, et je vous préciserai ce qui tiendra de mon opinion et ou des spéculations. Bonjour, je suis Sylar. Sur cette chaîne, j'aime vous raconter des histoires extraordinaires sur des thématiques étranges, l'ufologie en fait partie. Parfois, je vous raconte des enquêtes historiques. En ce moment, j'ai fait de l'actu sur ce sujet. Et aujourd'hui, vous le verrez, on parle d'un sujet complexe sur lequel il n'y a pas de réponse simple. Juste avant de commencer, je vous présente le sponsor de la vidéo qui permet à cette vidéo d'exister. Il s'agit de CyberGhost VPN. Alors un VPN, c'est un outil qui sécurise vos navigations sur internet. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez masquer votre adresse IP et chiffrer vos données en un clic. Je trouve leur interface très claire, simple à utiliser, que ce soit chez moi ou bien quand je suis en déplacement. Par exemple, quand je pars en tournage ou que je me connecte à des Wi-Fi publics dans des cafés ou bien des gares, je l'utilise sur téléphone pour être sûr d'avoir une utilisation sécurisée. D'ailleurs, en l'utilisant, vous pouvez plus facilement trouver les meilleures offres pour vos vacances, puisque les prix peuvent varier selon la situation géographique. Vous pouvez donc comparer les prix comme si vous étiez dans un autre pays et potentiellement économiser sur vos réservations. Ça me permet aussi d'accéder à des informations ou bien des sources journalistiques qui sont parfois bloquées en France sur internet. C'est vraiment utile pour mes recherches et pour les vôtres si vous cherchez des informations internationales spécifiques. Vous pouvez également débloquer les catalogues de plus de 40 plateformes de streaming, que ce soit Netflix, Amazon Prime, Disney+, et bien d'autres. Et là aussi c'est pratique pour accéder à du contenu disponible uniquement à l'étranger. L'utilisation de CyberGhost VPN est donc simple et fiable, plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde l'utilisent, le logiciel est très bien noté et ça fonctionne sur tous vos appareils, que vous soyez sur Android, iOS, Windows et même sur 7 appareils à la fois. Donc toute la famille peut en profiter et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez l'essayer avec une offre exclusive grâce au lien en description, 2,03 € par mois avec une remise de 83% et 4 mois offerts. Et si jamais vous n'êtes pas convaincu, vous avez 45 jours pour demander un remboursement sans prise de tête avec un support client disponible en permanence et en français. Pourquoi est-ce que les gouvernements s'intéressent-ils aux ovnis? Alors aujourd'hui on parle de PAN pour phénomène aérospatial non identifié, ça élargit un peu le champ et ça montre bien qu'on ne parle pas systématiquement d'engins volants. Ça peut être des méprises, etc. Mais pour cette vidéo, étant donné que c'est assez historique, on va donc reprendre le terme ovni et parler d'ovni. Et justement, petit rappel historique avant de vous présenter plusieurs cas troublants. En 1947, Kenneth Arnold est un pilote privé. Il rapporte alors avoir observé des ovnis se déplaçant à une vitesse absolument stupéfiante au-dessus du mont Rainier dans l'état de Washington. Lorsqu'il en parle à la presse, il décrit leur mouvement comme celui d'une soucoupe qui rebondirait sur l'eau. Il utilise cette analogie pour expliquer la manière dont les objets se déplaçaient. Les médias reprennent alors cette description et popularisent le terme soucoupe volante pour décrire des objets volants non identifiés de forme similaire. Cet événement marque le début de la fascination moderne pour les ovnis. On avance un petit peu dans le temps et vient l'incident de Roswell qui fait la une des journaux. Il y a des rapports sur un objet mystérieux qui se serait écrasé dans le désert du Nouveau-Mexique. L'armée évoque d'abord un disque volant avant de se rétracter en affirmant qu'il s'agissait plutôt d'un ballon météo. Je ne rentre pas dans le détail de ces deux affaires parce que là n'est pas le sujet, c'est vraiment pour que vous ayez des repères historiques, parce que depuis ces cas médiatiques, en fait ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Mais pourquoi est-ce que les ovnis préoccupent-ils autant les gouvernements ? Eh bien, la réponse est assez logique et vous le comprenez bien, on nous le rabâche encore aujourd'hui, pour la sécurité nationale. Parce que des objets non identifiés qui volent dans l'espace aérien américain, ça peut représenter une menace stratégique. Par exemple, pendant la guerre froide, la peur que ces phénomènes soient liés à des technologies soviétiques était vraiment très présente. Il faut vraiment se remettre dans le contexte. Si les ennemis des États-Unis maîtrisent des engins volants
trop avancé technologiquement par rapport à eux, le problème est évident. Par conséquent, mieux vaut éviter au maximum de communiquer à ce sujet pour éviter une panique publique. À l'époque, les gouvernements craignaient en fait que reconnaître l'existence des ovnis et de certains cas inexpliqués, ça puisse semer la peur et justement saper l'autorité du gouvernement. Et donc de cette situation est né le projet Blue Book. C'est la réponse officielle des États-Unis au phénomène ovni. En fait, l'US Air Force lance le projet Blue Book en 1952 pour centraliser les enquêtes sur les ovnis après plusieurs vagues d'observations. Donc l'objectif officiel du projet Blue Book, c'est de déterminer si les ovnis représentent une menace pour la sécurité nationale. Ils veulent également fournir des explications scientifiques à ces observations au cas par cas. Entre 1952 et 1969, 12 618 cas d'observation d'ovnis sont étudiés. Parmi eux, 701 cas restent classés comme non identifiés à la fin du projet. Ces chiffres montrent donc qu'il y a une minorité d'observations qui ne trouvent pas d'explication dans les explications habituelles justement. Le scientifique J. Allen Hynek, initialement sceptique, est recruté pour analyser toutes ces données. Alors il est connu pour avoir classé beaucoup d'observations, notamment comme par exemple étant des gaz des marées, ou encore la planète Vénus qui aurait été observée mais mal interprétée. Et là j'insiste vraiment sur ce cas dès maintenant, mais oui, les méprises peuvent arriver, c'est pour ça que c'est important d'enquêter au cas par cas. Bref, J. Allen Hynek fait son travail, et il découvre justement des méprises évidentes. Sauf que au fil des années, il remarque également que certains cas méritent véritablement une enquête approfondie. Mais voilà, le projet Blue Book est quand même fermé en 1969 avec la publication d'un rapport qui affirme que, premièrement, les ovnis ne représentent pas une menace pour la sécurité nationale, deuxièmement, étudier ces cas d'ovnis n'offrirait aucune avancée scientifique significative, et troisièmement, ils peuvent être expliqués par des phénomènes naturels ou des erreurs d'interprétation. Donc la conclusion du rapport, c'est circuler, il n'y a rien à voir, ce phénomène est un non-phénomène, c'est un non-sujet. Fin du projet, fin de l'étude des ovnis, enfin ça c'est le discours officiel. Parce que des documents ultérieurs révèlent que certains cas jugés non identifiés ont en fait été transférés dans des enquêtes plus secrètes, comme le projet Moondust. En fait, ça ne s'est jamais arrêté depuis, et il y a plein d'exemples qui le prouvent. À partir des années 70, des citoyens et des journalistes demandent des comptes via des requêtes FOIA. C'est un processus légal mis en place aux États-Unis suite à de gros scandales politiques qui forcent les institutions à déclassifier des documents secrets tant qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité nationale. Et ce n'est pas juste une mesure d'apparat, la FOIA a vraiment été très utile dans beaucoup d'enquêtes pour mettre au jour des scandales, et cette démarche a permis de révéler des milliers de documents classifiés par des agences comme la CIA, la NSA ou encore le NORAD. Ces documents montrent que malgré la fermeture du projet Blue Book, les agences militaires ont continué à surveiller les ovnis. Et de nombreux cas documentés restent sans explication. Et là, je vais donc vous raconter quelques exemples clés à travers les décennies qui posent question. Il y en aurait évidemment beaucoup plus, mais pour que ce soit digeste, pour ne pas vous faire fouiller les dizaines de milliers de pages déclassifiées, voici ceux qui permettent vraiment d'être cohérents avec le discours que je vous soumets. L'incident de Washington DC en 1952. L'incident de Washington DC commence avec des radars qui détectent des objets non identifiés qui volent au-dessus de la capitale américaine. Ils sont observés par plusieurs pilotes militaires en même temps. Ces objets exécutent des manœuvres impossibles pour les avions à l'époque, et le premier incident survient dans la nuit du 19 au 20 juillet. Les contrôleurs aériens de l'aéroport national de Washington détectent des écho-radars inhabituels. Ces objets apparaissent et disparaissent soudainement sur leurs écrans, ils se déplacent à des vitesses fulgurantes. En parallèle, des pilotes et des témoins au sol rapportent avoir vu des lumières brillantes dans le ciel qui semblent se déplacer rapidement et changer brusquement de direction. Les objets réalisent des virages serrés, des arrêts brusques, des mouvements que les avions contemporains, encore une fois, ne pouvaient pas reproduire. On pourrait se dire, ok, c'est une anomalie, c'est arrivé qu'une seule fois, même si on a des traces radar. Sauf qu'il y a un deuxième incident qui survient dans la nuit du 26 au 27 juillet.
Une semaine plus tard donc, des objets similaires sont de nouveau détectés. Sauf que cette fois, des jets de l'US Air Force, des F-94 Starfire, sont dépêchés pour aller intercepter les intrus. Les pilotes militaires rapportent avoir vu des lumières au loin, les objets s'éloignaient rapidement ou disparaissaient totalement. Le phénomène semble donc se jouer des radars et des avions, il apparaît simultanément sur plusieurs écrans radars, mais il reste insaisissable. Cette double vague d'observation à Washington fait vraiment la une de nombreux journaux à travers les États-Unis, elle attire une attention internationale. Le 29 juillet 1952, l'US Air Force organise même une grande conférence de presse pour essayer de calmer les spéculations. Cette conférence de presse est dirigée par le général John A. Samford, qui est alors chef des renseignements de l'Air Force. Donc dans cette conférence, l'Air Force essaye d'expliquer la situation. Elle attribue les éco-radars à des inversions de température. C'est un phénomène atmosphérique où des couches d'air chaud emprisonnent des couches d'air froid, ce qui cause des perturbations au niveau des signaux radars. Cette explication, qui se vaut, elle n'explique pas les observations visuelles des pilotes, ni les manœuvres impossibles rapportées. Et étant donné qu'il y a contradiction entre les témoignages des pilotes et l'explication avancée par l'Air Force, on va donc dire, les pilotes ont été victimes d'une méprise, ils n'ont pas menti, sauf qu'ils ont mal interprété ce qu'ils ont vu. Ce sont donc les explications avancées à la presse pour calmer les rumeurs à l'époque. Sauf que de cet incident, l'Air Force va se dire « Ok, c'est quand même bizarre », et ils vont décider d'intensifier leurs recherches autour des ovnis, et ils vont donc créer ce fameux projet Blue Book. Un programme officiel qui a donc été chargé d'étudier ce qu'ils nommaient ovnis à l'époque, des objets volants non identifiés. Ce qu'on nous dit moins, c'est qu'au même moment, il y a également un comité qui s'est créé quasiment en parallèle, en 1953, et ce comité s'appelle le Robertson Panel. Ce comité recommande alors de minimiser l'intérêt public pour les ovnis afin d'éviter la panique et de se concentrer sur des enquêtes internes. En gros, le sujet est considéré sérieusement par l'armée et ils se disent mieux vaut que la population ne s'y intéresse pas trop, notamment pour éviter la propagation de rumeurs par exemple. Le cas Lonnie Zamora en 1964. Lonnie Zamora, c'est un officier de police à Socorro au Nouveau-Mexique. Il observe alors un objet ovoïde posé sur le sol et il voit deux espèces de petites figures humanoïdes avec cet objet. Lorsqu'il s'approche, il entend un bruit sourd et il voit l'objet s'élever rapidement dans le ciel. Il va sur place et il constate des marques physiques qui sont retrouvées sur le site. Elles incluent des empreintes et des traces de brûlure. Le projet Blue Book a officiellement classé ce cas parmi les non identifiés, même avec des analyses approfondies. Le docteur J. Allen Hynek a conclu que cet incident méritait justement une attention scientifique sérieuse. Autre exemple, l'incident de la base de Loring. En octobre 1975, un objet lumineux est observé en train de planer à basse altitude au-dessus de la base aérienne de Loring dans le Maine. Cette base abrite des armes nucléaires. L'objet reste dans la zone pendant plusieurs nuits consécutives et à chaque fois il déclenche des protocoles d'alerte. Malgré des tentatives pour l'intercepter, il disparaît à chaque fois sans laisser de traces. Et évidemment, il y a des témoins qui décrivent l'objet comme silencieux, volant à basse altitude et doté de lumières clignotantes rouges et blanches. L'armée américaine transmet le rapport à plusieurs agences, y compris le NORAD. Pourtant, les réponses officielles minimisent l'incident et évoquent la possibilité d'un hélicoptère civil non identifié. Ça, c'est la version officielle, et quand on regarde les témoignages, ils contredisent cette hypothèse. L'incident de Téhéran en 1976. Le 19 septembre 1976, des habitants de Téhéran, en Iran, signalent un objet lumineux dans le ciel absolument noir nocturne. L'armée de l'air iranienne déploie 2 F-4 Phantom pour intercepter l'objet. Le premier avion perd tous ses instruments électroniques en approchant de l'OVNI. Plus rien ne répond, ce qui force le pilote à faire demi-tour. Le second avion subit, lui, une panne similaire dès qu'il essaye de tirer un missile sur l'objet. L'OVNI, qui effectue des manœuvres impossibles à l'époque, émet une lumière intense avant de disparaître. L'objet lumineux a finalement disparu sans causer de dommages. Ce cas est unique, déjà parce qu'il y a des défaillances technologiques documentées, corroborées par des témoins indépendants, ainsi que des enregistrements radar. Un rapport officiel envoyé aux États-Unis détaille l'incident et qualifie les manœuvres de l'OVNI de technologiquement avancées.
l'incident du Nimitz en 2004. En 2004, lors d'un exercice d'entraînement au large de la Californie, le commandant David Fravor, pilote de la marine américaine, a observé un objet volant en forme de tic-tac mesurant environ 12 mètres de long. L'objet se déplaçait sans moyen de propulsion visible, à une vitesse et une maniabilité qui défiaient toute technologie humaine connue. Fravor a décrit le mouvement de l'objet comme non aérodynamique mais extrêmement contrôlé. Les systèmes radars du porte-avions USS Princeton ont suivi cet objet pendant plusieurs jours et ont confirmé son existence ainsi que son comportement anormal. Ces objets apparaissaient à haute altitude, descendaient rapidement à proximité de la mer et disparaissaient à chaque fois sans explication. Cet incident a été rendu public en 2017 grâce à une fuite vidéo largement diffusée dans les médias. Il a également été étudié dans le cadre du programme secret maintenant révélé au public ATIP, et c'est un cas qui est aujourd'hui connu notamment sous le nom de l'incident du Nimitz et qui reste inexpliqué. En avril 2020, The Black Vault, un site spécialisé dans la transparence gouvernementale administré par John Greenwald Jr., a soumis une demande de FOIA à la marine américaine pour obtenir davantage de vidéos liées à cet incident ou à d'autres incidents similaires qui touchent au sujet OVNI. Le gouvernement a confirmé l'existence d'autres vidéos, mais a refusé de les publier. La diffusion de ces vidéos, je cite, nuirait à la sécurité nationale en fournissant à des adversaires des informations précieuses sur les opérations, les vulnérabilités et ou les capacités du département de la Défense et de la Marine. Alors que l'ufologie était ridiculisée pendant des décennies dans le débat public, qu'on parlait simplement de petits hommes verts ou qu'on montait en épingle les cas les plus sensationnels pour faire parler, les agences américaines n'ont jamais arrêté d'étudier les phénomènes en les prenant avec le plus grand sérieux. Après Blue Book, il y a donc eu des surveillances actives sous d'autres noms. Je vous ai évoqué le projet Moondust un peu plus tôt, on va en parler un peu plus en détail maintenant. Il a été actif dans les années 70-80, et le projet Moondust avait pour objectif de récupérer et d'étudier des débris spatiaux tombés sur Terre. Rien d'étrange, officiellement il s'agissait de surveiller les retombées de satellites ou d'engins spatiaux ennemis. On est dans les problématiques types de la défense. Cependant, des documents déclassifiés montrent que le projet s'intéressait également à des objets d'origine inconnue détectés dans l'atmosphère terrestre. Là aussi, ces archives déclassifiées révèlent une contradiction flagrante. Alors que le gouvernement américain affirme ne plus s'intéresser aux ovnis après 1969, des documents montrent que des enquêtes ont continué, parfois sous d'autres noms ou dans des cadres pas publics. En s'appuyant sur ces documents, on peut déjà un petit peu conclure la chose suivante. L'histoire officielle des ovnis, elle est bien plus complexe que ce qu'on voudrait nous faire croire. Et des exemples comme ça, je vous en ai déjà donné beaucoup, et il y en a encore beaucoup. En soi, encore une fois, oui, c'est logique que résultat ça reste secret, parce que oui, ça relève effectivement de la sécurité nationale. Sauf que le problème de fond que ça pose, c'est le double discours permanent et la fausse volonté de transparence, surtout quand on calque le discours de l'époque avec celui d'aujourd'hui sur cette thématique. Et avant de parler de notre époque moderne, et maintenant que vous avez eu beaucoup d'exemples concrets, je vais un peu plus m'attarder sur ce qu'on peut appeler ce cache-cache bureaucratique. Dans les années 80, il y a un groupe qui s'appelle le CAUSE pour Citizens Against UFO Secrecy qui a intenté un procès pour forcer la NSA à divulguer ses documents sur les ovnis. La NSA, suite à ça, a admis détenir plus de 200 pages de documents liés aux ovnis, mais il y a seulement quelques extraits qui ont été publiés, et la majorité était d'ailleurs censurée pour des raisons, encore une fois, je vous laisse deviner, eh oui, de sécurité nationale. Mais pour vous montrer qu'il s'y intéressait ouvertement, on peut par exemple citer le document UFO Hypothesis and Survival Questions de 1968. C'est un brouillon pour le coup qui a été découvert et qui mentionne que certains ovnis pourraient être liés à une intelligence extraterrestre. Ce document parle également d'implications philosophiques et stratégiques si jamais il y avait un contact extraterrestre. Par exemple, comment est-ce qu'une civilisation avancée pourrait influencer la Terre, que ce soit négativement ou positivement. Donc, et je trouve ça plutôt positif, mais ces agences ont déjà réfléchi depuis longtemps à la possibilité d'un premier contact et à ce que ça impliquerait. Mais les documents obtenus via FOIA montrent que la NSA et d'autres agences utilisent
plutôt des justifications ambiguës pour éviter de divulguer ces informations. Et ce sont les mêmes arguments qui reviennent en boucle, déjà à l'époque et encore aujourd'hui. Par exemple, elles vont souvent évoquer qu'elles doivent protéger leurs sources et leurs méthodes, et ça leur permet de maintenir un secret. Notamment via des rapports services. Rapports partagés avec le NORAD et les autorités canadiennes. Ils étudient ça dans toute l'Amérique du Nord. Ces rapports, actifs jusqu'aux années 2000, incluent des observations d'OVNI souvent classées d'informations vitales, avec notamment des rapports qui alertent sur le fait qu'il y ait des survols d'OVNI au-dessus de bases stratégiques. Pendant longtemps, le NORAD a nié publiquement posséder des documents autour du sujet OVNI. Sauf que des documents obtenus au Canada montrent que l'agence recevait régulièrement des rapports services. On a donc encore une fois une contradiction qui suggère, je vais pas dire montre, mais qui suggère quand même une volonté délibérée de minimiser l'importance du phénomène auprès du public, ou en tout cas de ne rien dire. Alors ça peut paraître anecdotique, mais en fait quand on assemble toutes ces pièces ensemble, et sans faire de millefeuille argumentatif, c'est pour ça que j'ai pris le temps d'aller au cas par cas, on se rend compte que ces documents sont vraiment cruciaux. On a les preuves noir sur blanc parce que ces documents ont été déclassifiés, que malgré les affirmations publiques selon lesquelles les ovnis ne seraient plus du tout étudiés, que ce serait un non-phénomène, eh bien il y a eu des efforts coordonnés qui ont persisté sous d'autres noms et dans le cadre de projets secrets. C'était un effort organisé pour garder les informations secrètes. Les agences américaines, le gouvernement américain, semblent hésiter à divulguer des informations sur ces ovnis, non seulement pour protéger ses propres capacités militaires, mais également pour éviter d'alimenter la spéculation publique ou de provoquer une panique. Ces documents et projets secrets renforcent donc l'idée que les ovnis sont, encore une fois, pris très au sérieux, et il faut vraiment se rendre compte que c'est parce qu'ils ont été forcés de rendre ces informations publiques grâce au FOIA qu'on en sait plus sur ces dossiers. Sinon, on n'en saurait jamais rien, tout serait resté à l'état de rumeur dans beaucoup de cas, et les agences se seraient contentées de tout nier en bloc. Et justement, depuis quelques années, le discours officiel a changé à ce sujet aux États-Unis. Depuis quelques années, l'attitude des gouvernements et des agences militaires envers les ovnis semble en tout cas évoluer. Des programmes secrets sont rendus publics, des vidéos officielles d'ovnis sont déclassifiées, et ça bouge vraiment à ce niveau aux États-Unis, avec de plus en plus de lanceurs d'alerte qui prennent la parole et prétendent avoir des preuves qui vont au-delà d'ailleurs d'un simple secret, d'une simple politique de secret. On n'est pas juste dans la dissimulation, certains avancent que les États-Unis seraient même en possession de certains engins aux technologies très avancées et peut-être même non humaine. Et en juin 2021, le bureau du directeur du renseignement national américain, le ODNI, a publié un rapport sur les UAP, littéralement phénomène aérien non identifié, mais c'est le PAN, donc le phénomène aérospatial non identifié. Ce document examine 144 cas d'observation militaire entre 2004 et 2021, et parmi ces cas, 143 sont restés inexpliqués, faute de données suffisantes pour déterminer leur origine. Il y a une seule observation qui a été attribuée à un ballon. Le rapport indique que ces phénomènes posent potentiellement un défi à la sécurité nationale, en particulier lorsqu'ils sont détectés à proximité d'infrastructures militaires sensibles. Le même discours qui revient depuis les années 60. En parallèle, plusieurs journalistes, dont Stephen Greenstreet, accusent le Pentagone d'être infiltré par des hauts placés qui croient à l'hypothèse extraterrestre et qui promeuvent de fausses idées et de fausses informations depuis 2017. Ces révélations sont jusqu'à aujourd'hui toujours en cours, donc encore une fois je le rabâche, mais c'est vrai, quand c'est de l'actualité il faut rester prudent, ne pas avoir de conclusions hâtives. Les choses avancent, mais sur un sujet aussi controversé, il y a beaucoup de spéculation. Et moi sur tout ça, honnêtement, j'ai peu de certitude, si ce n'est qu'il y a une politique du secret qui est vérifiable factuellement grâce à des documents officiels déclassifiés qui à la base devaient rester secret. Donc les raisons de ce secret, par contre, restent pour moi un mystère. Ça peut être factuellement pour des questions de sécurité nationale, ça peut être aussi tout simplement pour avoir un budget Black Ops. Les budgets Black Ops à la défense, ce sont donc les opérations spéciales, ce qui veut donc dire qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui est fait avec l'argent. On peut avoir des histoires de budget attribué à certains projets qui normalement ne pourraient pas être approuvés, mais le sont par moyen détourné en invoquant
la cause ovni, il faut étudier les ovnis. Mais peut-être qu'il y a aussi de vraies avancées scientifiques qui nous sont cachées. Bref, on est resté sur les faits jusqu'ici, on a commencé là à spéculer, donc je vous propose de continuer de spéculer un petit peu sur quelques questions essentielles. Ce que j'avance ici sert surtout à nourrir la réflexion pour essayer de comprendre tout ce qui se joue, mais c'est tout, hein, on est vraiment dans la spéculation. Les gouvernements pourraient chercher à préserver la sécurité nationale, notamment face à des technologies qui seraient capables de désactiver des missiles ou de neutraliser des systèmes militaires. Technologies qu'ils ne comprennent pas et dont ils ignorent la provenance. Il y a aussi la question du monopole technologique. Si les États-Unis ont vraiment récupéré des débris, eh bien une rétro-ingénierie dessus pourrait offrir des avancées absolument révolutionnaires. Avancées jalousement gardées par des gouvernements ou des entreprises privées, tout simplement pour que les États-Unis gardent une longueur d'avance sur le monde. Dans tous ces cas, au final, du point de vue des agences gouvernementales, il n'y aurait aucune raison d'être 100% transparent envers sa population ou bien de dire la vérité. En fait, si on se met dans leurs bottes, c'est assez logique la situation dans laquelle on se trouve. On parle, quoi qu'il arrive, de défense nationale, et donc moins ils en disent, moins ils nous en disent, mieux ils se portent. Alors, le problème, c'est que déjà, légalement, aux États-Unis, ils cachent beaucoup de choses au Congrès, etc., donc, légalement, ça se fait pas. Mais d'un point de vue citoyen, là, je parle un peu pour moi, mais je trouve ça inacceptable. De notre côté, en France, parce qu'on peut se dire, oui, nous, on s'en fiche, on est en France. Oui et non, hein, ce sujet de transparence, il me tient à cœur, parce qu'il y a factuellement beaucoup de cas très étranges, et ne serait-ce que déjà pour les témoins, on leur doit la vérité. J'ai grandi avec l'affaire Edward Snowden qui m'a fait réaliser que rien n'est tout blanc ou tout noir. Et sur le sujet des pans, la population a donc raison de demander des comptes et des clarifications parce que les documents le prouvent. C'est absolument pas clair. Il y a à minima un problème de communication. Soit vous voulez être transparent, soyez-le vraiment. Soit vous ne voulez pas au motif de la sécurité nationale ou d'autres motifs, et dites-le clairement, là on a un double discours qui dure et ça entretient la confusion. Cette situation a des conséquences profondes aux États-Unis. Côté politique, ils ne sont pas d'accord, ça change la donne sur des questions budgétaires, également sur des lois autour du sujet des pans, et au sujet de la population, ça crée une fracture très nette. La population se méfie d'autant plus de ces institutions, pour ceux qui pensent qu'on leur cache des informations. À côté de ça, il y a aussi tout l'aspect croyance, il y a une part de la population qui croit fermement à l'hypothèse extraterrestre et qui attend ce qu'on appelle le disclosure, donc les grandes révélations. Ils croient donc que les extraterrestres existent, sont venus sur Terre, sont peut-être toujours présents sur Terre, et ils croient également que le gouvernement est au courant, et ils attendent donc que le gouvernement passe à table, si j'ose dire. De la simple question du secret en début de vidéo, il y a énormément d'implications potentielles. Moi, ce qui m'a beaucoup touché dans certains cas historiques, c'est que ce sont des gens comme vous et moi, qui ont vu ou qui ont vécu quelque chose de leur point de vue inexplicable. Les témoignages, ils sont toujours très intéressants, résultats à recueillir. Il faut à minima écouter, documenter, et quand on le peut, enquêter. Parenthèse là-dessus, mais niveau ressources, sur le site du GEPAN, si vous voulez témoigner, je trouve que leur processus est très didactique et vraiment très clair. Quand vous allez sur le site pour faire votre témoignage, même si vous voulez pas témoigner, si vous allez sur leur site, en fait, ils vous montrent les méprises les plus communes, avec des exemples vraiment parlants, avec des images. Ça vous permet vraiment, si vous avez vu quelque chose, si vous êtes témoin de quelque chose, de faire le tri. Si à la fin, quand vous avez suivi leur processus, vous confirmez non, ce que j'ai vu, ça rentre dans aucune catégorie, et bien là, hop, vous pouvez en plus témoigner. En fait, ça vous sert à faire votre propre travail d'enquête préalable sur ce que vous avez vu. Petit tips que je vous donne, si jamais vous connaissiez pas, allez voir sur le GEPAN. Il faut aussi se dire que la plupart des témoins ne parlent pas. Il faut vraiment rester ouvert d'esprit et critique. Restons prudents. Si vous êtes convaincu de quelque chose, d'abord, croisez les témoignages, croisez les documents, échangeons ensemble. C'est un travail collectif, c'est en mettant les choses en perspective, c'est en allant aussi regarder les arguments contre-arguments qu'on arrive à mener une bonne enquête sur ces sujets. Dans la description, il y a plein de sources si vous voulez creuser. Si vous lisez l'anglais, un petit livre, Inside the Black Vault de John Greenwald Jr., c'est le livre de la personne à qui on doit toutes les FOIA, quasiment toutes les FOIA sur le sujet. C'est donc quelqu'un qui sait de quoi il parle. Si ça vous intéresse, je vous renvoie également vers la vidéo où je l'ai eu en interview,
J'étais pas d'accord avec tous ces arguments, mais en tout cas, il les soutient avec des preuves factuelles, et ça c'est très intéressant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la soutenir. Si vous découvrez cette chaîne grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je parle à peu près une fois par mois d'ufologie, mais je parle de beaucoup de sujets extraordinaires. Je fais ce qu'on appelle du fortéanisme de Charles Fort, qui est un des premiers à s'intéresser avec méthode aux sujets étranges. Merci à nouveau à CyberGhost VPN. Je vous rappelle notre offre, 2,03 € par mois seulement pour protéger vos données lorsque vous naviguez tout en accédant à n'importe quel contenu géorestreint, et c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Continuez de rester curieux, la vérité est là dehors.